Bonjour, ce diaporama a pour but de présenter au plus grand nombre, enseignants, apprenants, examinateurs correcteurs, candidats, cadres éducatifs, éditeurs de manuels, les modifications récemment apportées dans les épreuves du diplôme d'études en langue française, le DELF. Dans un grand nombre de pays et d'institutions, les examens de langue sont utilisés pour prendre des décisions qui ont des impacts importants sur la vie quotidienne des candidats dans le cadre de procédures administratives ou encore d'accompagnement à la mobilité des étudiants non francophones. Dans le but de continuer à assurer une égalité de traitement et une uniformisation des procédures entourant la gestion de ces diplômes d'État, de préserver et d'augmenter la qualité de ces examens, il a été décidé de faire évoluer les spécifications de certaines épreuves. Cette évolution a pour objectif d'assurer la validité, la qualité des contenus, la fidélité, la qualité de mesure et l'équité, l'égalité de traitement, l'absence de biais et d'impact négatif des épreuves. Quelles sont les épreuves, niveaux et déclinaisons concernées? Les modifications portent uniquement sur les épreuves qui comportent des questionnaires, soit les épreuves de compréhension orale et écrite. Les niveaux faisant l'objet d'une modification sont les niveaux dits clés, c'est-à-dire les niveaux les plus passés par les candidats, et ou les niveaux dits à fort enjeu. Il s'agit du niveau A2, qui permet l'obtention de la carte de résident en France, du niveau B1, qui permet l'accès à la nationalité française, et du niveau B2, qui permet l'accès à l'université. L'expérimentation des modifications sur le niveau A1 débutera à l'automne 2020. Quant au niveau C1, il pourrait être concerné dans un second temps, sous réserve que le nombre de candidats soit suffisant pour réaliser les études d'impact. Enfin, le niveau C2 n'est pas concerné par ces modifications, puisqu'il ne compte pas de questionnaire. Pour rappel, les épreuves de compréhension et production écrite et orale du DALF C2 sont imbriquées. Enfin, les déclinaisons concernées sont exclusivement les déclinaisons dites tout public et junior scolaire, qui concentrent l'essentiel des candidats. Sur cette diapositive, on voit donc les 3 niveaux et 2 déclinaisons actuellement concernées par les modifications. Le calendrier de déploiement des modifications des épreuves de compréhension est le suivant. Pour informer les centres d'examen et les candidats, une communication a été réalisée en avril 2019. Cette communication est disponible sur notre site internet. Depuis mars 2020, les nouveaux formats des épreuves de compréhension des DELF A2, B1 et B2 apparaissent progressivement dans les sessions d'examen tout public et junior scolaire. Il y aura donc coexistence des 2 systèmes de spécification, et ce pendant plusieurs années. La durée de cette coexistence est estimée à 3 années, soit le temps nécessaire pour réaliser les analyses psychométriques permettant de renouveler la totalité des épreuves. Parmi les 60 personnes qui travaillent au département évaluation et certification, certaines relèvent du bureau des diplômes, d'autres du bureau des tests, et enfin d'autres de la cellule qualité et expertise. Cette cellule se charge des analyses psychométriques réalisées pour chaque examen, afin qu'il soit valide, fidèle, sensible et équitable. Pour mieux comprendre ces notions fondamentales, voici une représentation visuelle de la fidélité et de la validité. La validité pour un examen, c'est le fait d'évaluer l'objet qu'il prétend évaluer. Sur la première cible, on voit que les résultats ne sont ni fidèles ni valides. C'est, par exemple,
un examen A2, qui ne mesure pas le niveau A2, mais qui mesure les niveaux infra, le niveau A1, et ou supra, le niveau B2, et qui n'est pas constant dans les mesures. Autrement dit, les candidats n'obtiennent pas les mêmes résultats pour une même performance. Sur la deuxième cible, on voit que les résultats sont fidèles, mais pas valides. C'est par exemple un examen A2 qui ne mesure pas le niveau A2, mais qui mesure les niveaux infra, le niveau A1, et ou supra, le niveau B1. En revanche, la fidélité est constante. Une même performance donne lieu à un résultat similaire. Enfin, sur la troisième cible, les résultats sont fidèles et valides. C'est par exemple un examen A2 qui mesure bien le niveau A2. C'est la validité. Et qui est constant dans la mesure. C'est la fidélité. On peut résumer ainsi les objectifs d'un examen. Examen qui se caractérise par une forte contrainte de temps de passation et de temps de correction, le plus court possible dans les deux cas. Premier objectif, avoir une fidélité très élevée, ainsi qu'une mesure précise, car les enjeux sont forts, comme vu précédemment, tout en couvrant une étendue suffisante du domaine visé. C'est ce qu'on appelle les observations. Deuxième objectif, maîtriser la mesure et prouver qu'on sait le faire, afin de répondre aux standards de l'Association des organismes certificateurs en Europe, ALTE, dont France Éducation Internationale est membre. Mais comment remplir ces objectifs? Tout d'abord, former et informer les équipes. Pour rappel, les examinateurs correcteurs qui évaluent les épreuves du DELF-DALF, tous niveaux et déclinaisons confondus, suivent nécessairement une formation et reçoivent une habilitation qui doit être renouvelée à échéance régulière. Par ailleurs, France Éducation Internationale et ses partenaires, les responsables de gestion centrale et de centres d'examen, procèdent à la vérification de la fidélité des correcteurs, c'est-à-dire qu'ils doivent répondre aux questions suivantes. Est-ce qu'un correcteur évalue toujours de la même façon plusieurs copies? Et également, est-ce que plusieurs correcteurs qui évaluent la même copie arrivent au même résultat? Nous avons pu constater que les questions à réponse ouverte donnaient lieu à des corrections dont la teneur pouvait varier en fonction des centres, mais aussi en fonction des correcteurs. Ce constat révèle un dysfonctionnement, puisqu'il remet en cause la fidélité des résultats, et de ce fait, le principe d'égalité de traitement des candidats. Pour assurer la standardisation des corrections et l'égalité de traitement des candidats où qu'ils soient dans le monde, le type de questionnaire le plus performant est le questionnaire fermé. Précisons que les autres organismes certificateurs européens, tels que l'Institut Cervantes, l'Institut Goethe, l'Université de Cambridge, également membres de l'association ALTE, ont aussi adopté des questionnaires fermés pour leur certification. Mais commençons par un petit rappel. Quelles sont les questions dites fermées, dites ouvertes? Un QCM, un questionnaire à choix multiples, est une question fermée. Il est composé d'amorces et d'alternatives, ou choix ou options. Les alternatives, au nombre de 2, 3 ou 4, comptent une clé. C'est la bonne réponse. Et des distracteurs. Un appariement ou association est une forme dérivée des QCM. C'est également une question fermée. Un vrai-faux, c'est une question à deux options, donc une question fermée. Avec justification, cela devient une question ouverte. Une croque est une question à réponse ouverte courte et une crolle est une question à réponse ouverte longue. Ce sont des questions ouvertes qui peuvent appeler un jugement ou de la subjectivité de la part du correcteur, et donc de la variabilité potentielle.
ce qui diminue la fidélité. Dans les diplômes du DELF-DALF, avant évolution, on trouve des QCM, écrits et graphiques, des crocs ou crolls, des questions à réponse ouvertes, courtes ou longues, des vrais-faux avec justification et des appariements. Quelles sont les évolutions des items? Si on reprend la liste élaborée un peu plus tôt, on note que les QCM écrits et graphiques sont conservés et même amplifiés. Au DELF A1 et au DELF A2, il y a davantage de QCM graphiques, comme on peut le voir sur cette diapositive. A l'inverse, à d'autres niveaux, comme au DELF B2 par exemple, tous les items d'un exercice peuvent être des QCM. Sans surprise, les questions à réponse ouverte courte, les crocs, sont supprimés. Les questions vrai-faux sont conservées, mais uniquement pour le choix binaire. Désormais, la justification n'est plus demandée au candidat. Par exemple, regardons l'exercice 2 de la compréhension des écrits du DELF B1, qui compte désormais 7 questions, dont 3 vrais-faux. Autre exemple, toujours pour la compréhension des écrits du DELF B1, l'exercice 1 évolue. La recherche d'informations dans 4 textes à associer à 4 critères perdure, mais le choix final, sous forme de questions ouvertes, a disparu. Et donc, l'interdépendance entre les 4 textes aussi. Les appariements sont conservés, avec une augmentation du nombre d'intrus. Regardons ensemble l'exercice 1 de la compréhension des écrits du DELF A2. Le candidat doit toujours associer des personnes à des activités, annonces ou produits. Mais désormais, il y a 6 documents à lire et 8 personnes à associer. Augmenter le nombre d'intrus permet de réduire le caractère aléatoire d'un choix de réponse. Une autre évolution concerne le nombre de supports. Une étude comparative des épreuves de compréhension des autres certifications européennes nous a montré que souvent, les épreuves du DELF se caractérisaient par un nombre de mots total à lire, après prise en compte de la durée de l'épreuve, inférieur à celui des examens des autres langues. Donc nous avons utilisé cette information comme un élément non négligeable pour réfléchir aux changements à apporter aux spécifications. Le nombre de tâches par épreuve a ainsi pu être revu. L'ajout de tâches permet de supprimer celles où le nombre de questions est trop important par rapport au nombre de mots à lire ou à écouter. Il s'agit d'assurer le confort du candidat en lui évitant de devoir répondre à un nombre de questions trop conséquent sur un même support. Par exemple, on peut voir sur cette diapositive que chaque document support des exercices 1 et 2 de la compréhension des écrits du DELF A2 donne lieu à une ou deux questions à choix multiples maximum. Le fait d'augmenter le nombre de supports nécessite-t-il d'augmenter le temps de l'épreuve? Pas forcément. Les durées des exercices du DELF A2, du DELF B1 et du DELF B2 ont été réétudiées. La modification éventuelle de ces durées a pour seul objectif de permettre d'obtenir un nombre de réponses suffisant afin d'assurer une bonne couverture de contenu et une bonne qualité de mesure de l'évaluation. Ainsi, le nombre de documents peut augmenter. Leur longueur peut aussi diminuer. Par exemple,
L'épreuve de compréhension des écrits du DELF A2 propose un nombre de documents plus important, mais leur longueur et leur nombre de questions à choix multiples propres à chacun ont diminué. La durée de l'épreuve ne change pas. Finalement, toutes les durées de compréhension orale et écrite des DELF A2, B1 et B2 restent identiques, à l'exception de l'épreuve de compréhension des écrits du DELF B1 qui passe de 35 à 45 minutes. Nous terminons ici cette présentation. Pour aller plus loin, vous trouverez des ressources sur cette dernière diapositive.